Le moment confit sur Radio Campus Montpellier. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas de philosophie et de droit. Je ne vous parle pas de droit et philosophie. Aujourd'hui, je vous parle de philosophie du droit. D'accord. Bon, Une différence. Attendez. Parce qu'en effet, cette saison, on a pu aborder des sujets régulés par le droit avec un angle philosophique. Du droit et de la philosophie, comme par exemple la réaction au crime, les droits et libertés, des sujets divers comme la séparation des pouvoirs ou l'impôt. Toujours donc avec un angle philosophique permettant d'engager la réflexion sur la règle de droit. On n'a cependant pas parlé d'une chose essentielle qui aurait pu faire l'objet d'une chronique numéro 1, c'est la question de savoir au fond, qu'est-ce que le droit ? Alors le lexique des termes juridiques prétend que le droit est un ensemble de règles visant à organiser la conduite des êtres humains en société. Le respect de ces règles serait assuré par la puissance publique, par exemple l'État. On voit en fait qu'il y a deux éléments importants. D'une part, c'est la contrainte, c'est le respect des règles. D'autre part, c'est la sanction. Elle est assurée par une puissance publique, c'est-à-dire l'entité en fait qui détient le monopole de la violence physique légitime. La possibilité d'arrêter quelqu'un ou de le contraindre à faire quelque chose. En fait, il y a autant de définitions du droit qu'il y a de juristes. Les juristes, c'est des gens qui pratiquent le droit, qui l'étudient ou qui en font leur profession. On pourrait cependant, il me semble, diviser ces définitions en deux catégories. Ce serait d'une part des définitions essentialistes, c'est-à-dire qui attribuent une essence au droit. Donc c'est un ensemble de caractéristiques valables en tout temps qui existeraient en dehors de la volonté des êtres humains. Par exemple, le droit naturel, ce serait un droit qui existerait en dehors de la volonté des humains. Pour les essentialistes, il serait nécessaire de se plier à ce droit naturel. À titre d'exemple, lors des débats sur le mariage pour tous, c'était en 2012, des partisans de la Manif pour tous, donc opposés au projet de loi légalisant le mariage homosexuel, avançaient l'argument selon lequel l'homosexualité serait contre nature. Et donc à partir de là, ils affirmaient non conforme au droit une telle inscription dans la loi. Il y a d'autre part des définitions du droit qui pourraient se classer dans le constructivisme. C'est l'idée que tout ce qui existe dans les sociétés humaines, donc c'est les valeurs morales, les institutions, les rapports sociaux individuels et collectifs, sont en fait le fruit de la volonté consciente ou inconsciente des êtres humains. Tout est construit en fait. Le droit alors n'est que ce que la volonté prétend être du droit. Cela ouvre le champ à d'autres courants. C'est le positivisme qui est l'idée que le droit n'est que le droit posé, le droit que l'on peut observer, c'est par exemple une loi. On trouve plusieurs courants du positivisme, par exemple un positivisme sociologique qui pense que la règle de droit se trouve dans la société et qu'il est nécessaire de l'étudier pour en tirer du droit. Le constructivisme est également ce que l'on peut rattacher au courant du droit naturel moderne. C'est dans la lignée du siècle des Lumières et d'Emmanuel Kant. C'est l'idée qui se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et pendant la Révolution. Avec le droit naturel moderne, le droit serait un droit issu de la raison. Donc ce serait un droit construit à partir de la rationalité et de la logique. Par exemple, Kant estime que le droit d'asile est un droit naturel dans le sens où on ne peut pas s'échapper de la Terre, du fait de sa forme sphérique. Alors, puisqu'on est tous nés sur la même Terre, nous sommes obligés de vivre ensemble. En fait, j'aurais jamais le temps d'essayer d'expliquer les avantages et les inconvénients de toutes ces théories, parce que ça me demanderait une maîtrise du sujet bien supérieure, et parce qu'on aurait probablement perdu tout le monde, si ce n'est pas déjà le cas. Mais quand même, des remarques générales s'imposent, d'une part sur ce que l'on reproche au droit naturel, et d'autre part sur ce que l'on peut reprocher au positivisme. Aux tenants du droit naturel, on reproche globalement deux choses. D'une part, la commode plasticité du droit naturel. C'est-à-dire que, puisque le droit naturel ne parle pas, le droit naturel ne dit pas qu'il est du droit naturel, au contraire de nos lois qui disent être du droit, eh bien, il faut nécessairement que quelqu'un parle pour le droit naturel et dise ce qu'il est. D'un même fait, en fait, il peut y avoir autant d'interprétations qu'il y a d'êtres humains. Comment alors en choisir une plutôt que l'autre ?
Prenons un exemple, par exemple la question du suicide. Les théologiens au Moyen-Âge, pour interdire le suicide, ont pris appui sur le fait que l'être humain semble avoir un instinct de survie. Ainsi, mis dans une situation de danger, on est amené à réagir instinctivement pour éviter la mort. Mais il existe pourtant des êtres humains qui se suicident. Alors, comment peut-on affirmer catégoriquement qu'il existe un instinct de survie chez tout le monde ? Enfin, l'autre argument contre le droit naturel, c'est de dire qu'il existe un saut périlleux entre le fait d'imposer un devoir-être à partir d'un être. C'est la question de se dire pourquoi ce qui est devrait être comme cela. Aux positivistes, on peut adresser deux problèmes également. Si le droit n'est que ce qui est posé, par exemple par le législateur, avec ses lois, alors il n'y a plus de réflexion sur ce qui est juste ou injuste. On peut accepter tout et dire que c'est du droit, sachant que son respect est sanctionné par l'État. Aussi, le positivisme ne répond pas réellement à la négative, à la question de savoir s'il existe un droit naturel. Il dit seulement que si le droit naturel existait, il serait insusceptible de connaissance. Donc, que le droit naturel peut exister, mais qu'on ne peut pas savoir ce qu'il dit, prescrit ou interdit. Et alors, il est nécessaire de s'en remettre à ce que l'on peut effectivement savoir, c'est ce que nous posons comme droit, ce que dit le législateur par exemple. On peut se demander quand même si cette impossibilité de la connaissance du droit naturel est absolue, ou si c'est juste que l'on n'a pas encore assez cherché, mal cherché, ou peut-être oublié cette possibilité par exemple. J'en ai fini avec ma chronique. Je tenais juste à vous dire que j'étais très ravi de faire cette petite saison avec vous. Oui, moi aussi. Merci. J'ai toujours trouvé tes chroniques super bien dans le sens où du coup elles sont... t'essayes toujours de prendre beaucoup de recul et d'essayer de prendre tout en contexte pour pouvoir faire justement cette philosophie et ces réflexions. Et là, avoir cet élément-là, c'est super important. Enfin, c'est super intéressant parce que ça permet de peut-être un peu mieux comprendre comment sont conditionnées justement les lois, comment le droit va avancer, ce qu'il va prendre en considération. Même si je pensais beaucoup que c'était la morale. Là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, quoi. Après, j'essaie quand même de pas mettre trop de morale dans ce que je dis. C'est compliqué, on est tous subjectifs. Quand on parle, même si on prétend être objectif, on a tout le temps un arrière-fond. Et c'est vrai que j'ai essayé de prendre du recul. Ça demande beaucoup de travail sur essayer de ne pas dire ce qu'on pense, mais dire ce que pensent les autres, qui pourrait être en contradiction. Oui. Il y a certains philosophes qui disent penser contre soi-même. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'espère que ça a marché quand même. Oui. Ouais. C'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs. Donc, merci beaucoup, Lino. Merci, Lino. C'est cool. Du coup, cette fois-ci, il n'y avait pas d'outro et on va quand même finir avec Douce France. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.